Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence cet après-midi. Je suis Isabelle Ballot, psychologue du travail chez Ostra depuis 2015 et moi j'interviens sur le secteur de Mantes. Bonjour à tous, je suis Justine Tedeschi et je suis la psychologue du centre d'Austral et Muro. On vous souhaite toutes les deux la bienvenue dans ce webinaire sur les rapports sociaux au travail dégradés. Nous avons dans les coulisses notre collègue Elsa Traxel qui gérera le chat. Bonjour à Euh, tous. Pardon, j'allais parler en même temps que toi. Alors, pour cerner un petit peu cette thématique, quelques questions à se poser afin de savoir si ce risque est présent dans votre organisation. Donc, ça peut être de se dire, est-ce qu'il existe une impression de ne pas être soutenu au travail? Est-ce que, il arrive de ne pas être reconnu à sa juste valeur? Les relations conflictuelles avec les collègues ou avec la hiérarchie sont-elles monnaie courante? Dans ce webinaire, nous nous sommes donnés pour objectif de vous expliquer concrètement ce que recouvrent les rapports sociaux dégradés au travail. Et donc, nous vous apporterons des exemples concrets d'actions à mettre en place pour mieux maîtriser ce facteur de risque psychosocial. Donc pour ceux qui ont déjà suivi des webinaires, les règles de fonctionnement sont toujours les mêmes, hein. On est dans un cadre de bienveillance, autant dans le chat que dans le temps de partage. On essaye de respecter l'opinion de chacun, d'avoir une posture constructive. On n'est pas là pour juger. On vous invite également, si vous avez des questions ou des situations, nous faire remonter à la fin, de ne pas donner votre nom ni votre entreprise pour plus de confidentialité ou bien surtout de ne pas nommer vos salariés. Voilà. Même si la partie, effectivement, commentaires, échanges, sera coupée par rapport aux replays, qui seront mis à disposition. Euh, on en est à la 6e thématique depuis le début de la semaine. Vous avez vu dans les invitations et les propositions d'inscription, il y avait 7 thématiques qui ont été déployées sur la semaine. C'est la 6e cet après-midi. Donc certains d'entre vous, pardon, ont peut-être déjà participé à une ou plusieurs autres présentations. On vous remercie surtout les personnes qui sont avec nous pour la première fois de l'indiquer pour qu'on puisse adapter le temps qu'on va passer sur les diapositives communes. Ça veut dire qu'on vous donne en introduction quelques repères en termes notamment de législation. On va y passer plus rapidement. Si vous avez tous déjà participé aux autres webinaires, puisque comme vous l'avez vu, ce sont des parties qui sont communes. On ne pouvait pas ne pas les mettre dans certains, justement pour permettre à chacun d'entre vous de pouvoir avoir accès quand même à ces éléments. Donc, merci Merci des beaucoup. indications que vous voudrez bien nous donner et merci Elsa de nous faire le retour, s'il te plaît. Alors, on a eu un premier retour d'une personne qui nous signale que c'est son premier webinaire, une deuxième Parfait. aussi, une troisième aussi, Même si quatrième on n'a aussi. qu'un, on rentre dans le détail. Voilà. Et pour ceux Donc, qui l'ont la déjà, plupart de nos réponses sont plutôt sur le premier webinaire. pas de souci. C'était le but. Pour ceux qui auraient déjà entendu, je vous laisse de nouveau être attentifs. Je partageais à mes collègues le fait que c'est en répétant qu'on inscrit bien les choses. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc, vous allez être des experts sur ces sujets-là à force de les avoir entendus au courant de cette semaine. Donc, les responsabilités de l'employeur, c'est le point d'entrée sur lequel on aborde quand même ces thématiques autour des risques psychosociaux et ça ne vaut pas uniquement pour la question des risques relatifs aux rapports sociaux au travail dégradé, mais pour toutes les familles de risques. Il faut bien prendre en compte que ce cadre en fait de travail s'inscrit dans les obligations de chaque employeur, de chaque entreprise, d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale
de l'ensemble de ses travailleurs, de l'ensemble de son personnel. C'est le Code du travail qui impose ça et qui demande la mise en place de mesures, donc des mesures notamment à travers l'évaluation des facteurs de risque, concrètement identifier ce qui fait risque dans la situation de travail. Implique également la diminution des effets de ces risques et la limitation des conséquences quand il y a un dommage. Réduction des complications quand il y a une affectation justement de la santé des salariés. Alors, ces risques psychosociaux, on va les identifier en situation, sur le terrain, dans la situation de travail. On parle de facteurs de risques psychosociaux parce que ce sont des facteurs déclencheurs. Il y en a plusieurs, donc vous avez compris, hein, cette semaine, chaque jour, on évoque 2 thématiques, 2 familles de facteurs de risque. On en est au 6e aujourd'hui, il en restera un à évoquer demain. Et donc pour évaluer les risques, présents dans toute organisation, il est important de comprendre qu'il y a ces différents facteurs qui sont regroupés sous ces différentes familles de, risques psychosociaux et qui, eux-mêmes, donc vont engendrer des risques psychosociaux. Donc les facteurs déclencheurs engendrent des dysfonctionnements qui surviennent dans l'organisation, et qui apparaissent sous forme de stress au travail ou de violence au travail, violence interne ou violence externe. Ces risques psychosociaux, stress et violence, vont affecter la santé et le bien-être des employés, ainsi que le bon fonctionnement de l'entreprise. On parle alors de troubles psychosociaux. Ce sont les effets, les signaux concrets qu'on identifie dans les entreprises et sur les salariés. Comme le disait ma collègue, hein, on en est à notre 6e facteur de la famille des risques psychosociaux. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément aux rapports sociaux au travail dégradé. Alors, quelques chiffres pour essayer de vous exposer, ce que c'est. Donc dans les rapports sociaux, dégradés en situation de travail, on a le manque de coopération et de soutien. 27 des salariés n'ont pas le sentiment de faire partie d'une équipe. L'exposition à ce manque de soutien social au travail concerne plus particulièrement les employés EES et ouvrières non qualifiées, 49 et 51. Donc on parle vraiment plutôt, d'employées, féminines, et 11 des salariés déclarent ne pas être aidés par leurs collaborateurs pour les travaux délicats. En 2016, une étude a montré que les salariés qui expriment un manque de soutien et de coopération dans leur travail sont 2 fois plus nombreux à déclarer un niveau de bien-être psychologique faible que ceux qui ne l'expriment pas. Et dans ces rapports sociaux, on a également, les conflits et le harcèlement. Heu, alors on met toujours un petit holà, hein, sur le mot harcèlement, c'est un terme et une notion juridique que seul un juge peut rendre. Vous pouvez être victime d'harcèlement, c'est tout à fait possible. Simplement, dans vos écrits, c'est quelque chose qui n'est pas permis, notamment car si vous accusez quelqu'un, de harcèlement, lui peut le prendre comme une diffamation, donc attention avec ce terme. Donc je reprends sur mes chiffres, 11 des salariés déclarent avoir été victimes d'une agression de la part de collègues ou supérieurs hiérarchiques au cours des 12 derniers mois. Et quand on parle d'une agression, on parle d'agression verbale, physique et ou sexuelle. Ces agressions, elles sont plus fréquentes pour les hommes employés qualifiés, 31 d'entre eux, pour les hommes employés non qualifiés, 30 d'entre eux, et pour les femmes des professions intermédiaires, 25, et notamment 15 des femmes cadres et 15 des professions intérimaires. Intermédiaire. Intermédiaires, pardon. Alors, on va rentrer dans le détail, plus spécifiquement, dans cette famille rapports sociaux au travail, des différents facteurs qui favorisent l'apparition des risques psychosociaux. On a en premier lieu la mauvaise qualité des relations entre collègues. Alors, on parle de manque de confiance notamment. Par exemple, je n'ose pas demander de l'aide à un collègue car j'estime qu'il manque de compétences. Le manque d'entraide, de coopération,
tels que le refus de donner des informations pour aider à mener à bien une mission, ou bien le refus d'apporter de l'aide aux autres alors qu'on a terminé nos tâches. Il peut s'agir également d'insuffisance de communication, de la rétention d'informations, ne pas dire bonjour, à ne pas prendre de temps d'échange, on va dire informel, ne jamais faire de pause avec les autres pour échanger, limiter au maximum les interactions finalement. C'est également l'absence de convivialité au sein des équipes, comme l'absence de pause café ou de moments conviviaux. Et enfin, les tensions, rivalité, mise en concurrence. Donc, quand on dit tension, c'est les différences qui peuvent être jugées comme anormales, par exemple. Ça peut être des rivalités entre services. Ça peut être, pour la question de la concurrence, des objectifs individuels qui sont définis et qui vont amener à une certaine forme de classement du personnel par rapport aux résultats atteints et aux objectifs atteints justement par chacun qui va mettre en concurrence. On voit par exemple dans le commerce parfois des collaborateurs qui nous disent que leur collègue leur a volé un client. On se retrouve dans ce type de situation. Alors non, nous vous proposons, des actions favorisant, la QVCT, la qualité de vie, et des conditions de travail, notamment en renforçant le collectif. C'est-à-dire, en créant du lien dans l'équipe, notamment par des moments de convivialité, des déjeuners, les anniversaires qui peuvent être fêtés, les pots de départ ou les départs en retraite. Certaines entreprises organisent également, de manière informelle entre eux, des secrets Santa. On encourage également la coopération et l'entraide. On privilégie, notamment des objectifs collectifs de manière, à créer un groupe, un mouvement, d'équipe. On prévoit aussi des temps d'échange entre professionnels. Ça permet, de pouvoir, une montée en compétences de manière informelle, la transmission des connaissances, la transmission, des savoirs. On organise aussi l'accueil des nouveaux embauchés, ce qu'on appelle des onboarding ou aussi des outboarding, donc des livrets de sortie et des livrets d'entrée. Ça permet notamment aux nouveaux arrivants de se sentir pleinement accueillis dans leur nouvelle entreprise. On est tous passés par là et parfois on se demande à quelle sauce on va être mangé. C'est assez rassurant de savoir qui contacter pour ce problème-là, quel est le Wi-Fi, où est-ce que est le service informatique, le service RH, avoir potentiellement aussi, un, trombinoscope ou, du moins un organigramme pour savoir comment se passe, l'entrée dans l'entreprise et de la même manière ce livret de sortie pour savoir à qui rendre son matériel, comment se passe, la sortie, au niveau, de tout ce qui est, relations et également des éléments qui vous appartiennent. Autres facteurs qui peuvent favoriser les risques psychosociaux, c'est le manque de soutien. Manque de soutien de l'encadrement, on retrouve, parfois des situations où les collaborateurs nous font part de, l'indisponibilité de leurs responsables pour faire des points, pour répondre à des questions, ou qui ne tiennent pas compte de leur opinion, de leurs remarques, de leurs suggestions. On voit, d'autre part, dans des situations de conflit, l'absence de positionnement de la part, de l'encadrement, face à une problématique de compatibilité interpersonnelle. Ça laisse finalement le conflit, stagner, voire, croître entre les salariés. Ça s'aggrave de toute façon. Le fait de ne pas intervenir, ce n'est pas une solution. C'est pas en poussant la poussière sous le tapis que je fais le ménage. La poussière, elle est toujours sous le tapis. Je la vois plus effectivement, mais elle est toujours présente. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller poser les choses, pas de prendre parti, hein, et ça, c'est un autre sujet et on fait une sensibilisation sur la thématique, donc on peut aussi vous accompagner à ce niveau-là. Mais c'est vraiment se dire, à un moment donné, si j'ai conscience qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne entre 2 personnes, je peux pas ne pas intervenir. Ça va être aussi, les postures où la hiérarchie ne prend pas en compte, les 2 avis.
par exemple, toujours dans le cadre, par exemple, d'une tension, d'un conflit, je vais écouter A, mais je n'écoute pas B. Et je tranche au regard de ce que A m'a apporté comme élément. Ça va être, je manage une équipe, mais je n'applique pas les règles de manière équitable pour l'ensemble des membres de mon équipe. Ou bien une hiérarchie qui considère un collaborateur comme fragile parce qu'il revient d'un arrêt, par exemple, pour burn-out. Et donc, on ne va plus l'inviter aux réunions, mais on ne lui explique pas pourquoi. On va avoir ensuite tout ce qui est surutilisation aussi du lien de subordination. Exemple, des demandes de réalisation de tâches personnelles. J'entends des collaborateurs qui me disent: «Bah, mon manager, il me demande d'aller chercher son véhicule personnel au garage ou d'aller chercher son linge au pressing ou d'aller, gérer son enfant, en allant le chercher à la crèche ou parce qu'il est présent, hein, sur le lieu de travail, il faut que je l'occupe, mais j'ai quand même mon travail à faire en parallèle». On va avoir, parfois aussi les règles disciplinaires qui peuvent être détournées, avec l'utilisation des mutations en guise de sanction. C'est pas dit comme ça, hein, mais c'est perçu de cette manière-là par le personnel. Ou, pour finir, une utilisation abusive, du pouvoir de direction. Des menaces sur des freins aux évolutions de poste ou en cas de refus de réalisation d'une tâche, qui n'est pas dans la mission principale de la personne. Nous vous proposons, comme action de manager efficacement, c'est-à-dire de répondre, dans les meilleurs délais aux requêtes des collaborateurs. Alors on sait bien, on a tous nos agendas, on a tous nos impératifs, mais en tant que manager, c'est aussi, de notre ressort de pouvoir dégager du temps quand nos salariés, l'en demandent, d'apporter un appui technique, d'être à l'écoute et d'arbitrer les intérêts, de modérer les conflits. On se dit souvent que les conflits, c'est, des problèmes, interpersonnel et qu'on n'a pas à venir arbitrer ce genre de conflit. Mais finalement, c'est une erreur car venir voir ce qui se passe à l'intérieur d'un conflit, c'est le désamorcer et éviter un problème potentiellement plus important. On essaye également de traiter équitablement les difficultés. Par exemple, on recherche les causes d'un conflit dans l'organisation du travail en questionnant les collaborateurs concernés. On réalise également les entretiens individuels d'évaluation. Ces entretiens, ils sont très importants car ils permettent, de revenir sur les objectifs, les besoins et les ressentis du salarié. De savoir si les objectifs sont bien réalisables, s'ils sont dans les capacités de votre salarié et savoir si lui se sent bien sur son poste ou à l'endroit où il travaille. On réalise également des entretiens de fin de période d'essai. C'est quelque chose que peu de managers font et pourtant c'est très bénéfique. Ça vous permet de savoir comment votre futur employé va réellement se positionner sur son poste, de savoir si oui ou non il se sent bien dans l'entreprise et est-ce qu'il a envie de rester, ou alors au contraire de se dire ça ne fonctionne pas entre nous, c'est peut-être le poste, c'est peut-être l'émission, c'est pas forcément la personnalité, mais on peut se souhaiter, bon courage pour la suite de manière, tout à fait, polie. Et on fixe des objectifs collectifs. Je le disais tout à l'heure, le collectif, c'est limiter la concurrence et les rivalités au sein des équipes. C'est donner une direction commune aux salariés pour répondre aux demandes des clients et donc c'est vraiment instaurer un élan d'esprit d'équipe qui permettra de fédérer vos collaborateurs. Les désaccords professionnels sont également des facteurs de risques psychosociaux. Que ce soit les liens entre les interlocuteurs, quels que soient ces liens. Quand on parle de désaccords professionnels, on va aller sur des questions d'incivilité, par exemple, donc des comportements méprisants tels que l'impolitesse, la moquerie, l'impatience, le mépris que je peux avoir vis-à-vis de quelqu'un. Mais aussi de manière plus globale, le fait de ne pas respecter le règlement intérieur de l'entreprise. Le fait de ne pas inviter un collègue à déjeuner, alors que j'ai sollicité l'ensemble de l'équipe. On va avoir également, ce qui peut être source de désaccords professionnels, c'est aussi les formes de vandalisme, de dégradation des locaux, véhicules, on va penser aux véhicules de service, mais aussi aux véhicules personnels. Ça va être dégradation, hem des bâtiments avec des graffitis, ça va être détérioration du matériel informatique et cetera.
On va avoir aussi tout ce qui est de l'ordre des agressions, donc agressions verbales notamment. Tout à l'heure, je disais l'absence de forme de politesse, hein, ne pas dire bonjour, ne pas dire merci, des formes d'ignorance, des moqueries sur le physique, un manque de respect finalement, ou des reproches qui sont exprimés en public, des remarques humiliantes, des insultes, des menaces. Alors qu'on dit menaces, hein, dans le sens menaces de violence physique ou menaces de mort, des intimidations, donc des propos ou attitudes blessantes, discriminatoires. On va avoir les violences physiques également, hein. Donc dans les violences physiques, on a les bousculades, les coups, mais aussi les attouchements sexuels. Donc, pour pallier, à ces désaccords professionnels, on vous propose d'adopter une attitude de respect mutuel. C'est-à-dire de proscrire les reproches en public, les propos blessants ou les attitudes discriminatoires. Aujourd'hui, on le sait, dans le monde du recrutement, par exemple, il y a beaucoup de notions discriminatoires qu'on doit éviter et qu'on doit faire attention à ne pas rentrer dedans. Ça fonctionne également, pour une situation, par exemple, dans la restauration. On évite qu'un manager, devant un client, critique son salarié. C'est des choses qui ne se font pas devant le client. On essaye d'être une équipe, d'avoir le même discours pour ensuite potentiellement régler la situation dans un cadre plus privé sur qu'est-ce qui s'est passé, mais on essaye de toujours garder figure commune devant le client. On essaye également d'intervenir quand on est témoin. C'est parfois difficile, on le sait, d'intervenir quand on est témoin d'une situation qui pose problème et pourtant ça peut vraiment venir en aide, au salarié qui est pris, dans une agression verbale ou dans une, agression physique. On essaie également d'afficher les bonnes pratiques, c'est-à-dire, vous pouvez mettre en place des codes de bonne conduite, des chartes que vous décidez ensemble ou, mettre en place ce que nous, au sein d'Osra, on appelle un violentomètre, c'est-à-dire un outil de mesure qui permet de savoir quels comportements sont acceptables, lesquels commencent à devenir problématiques, lesquels sont proscrits et lesquels sont complètement interdits puisqu'ils sont, par extension interdits par la loi. Et on peut essayer également d'élaborer, une politique contre les violences avec, les instances représentatives du personnel et le médecin, du travail. Nous, en tant que service de médecine du travail, on est là pour vous conseiller, on est là dans la prévention, et on est là pour vous aider à mettre en place les différentes, politiques dont vous avez besoin ou dont vous ressentez le besoin. Le manque de reconnaissance peut apparaître parfois, ou être ressenti en tout cas en situation de travail et lui aussi va favoriser, l'apparition des risques psychosociaux. Quand on dit manque de reconnaissance, c'est par exemple, ne jamais voir sa rémunération être réévaluée, ne pas avoir d'augmentation de salaire, pour les plus investis par exemple, ne pas proposer de progression au niveau du statut après acquisition de compétences ou, de, diplômes supplémentaires. Ou bien, ne pas avoir de perspective, de carrière impliquant des évolutions possibles, alors qu'il y a des possibilités au niveau des postes et que, le personnel est fortement impliqué. Et de manière, plus large, ne pas encourager, ne pas remercier, ne pas féliciter, en communiquant sur les résultats par exemple ou en faisant des retours par rapport à la satisfaction des clients ou en communiquant uniquement, finalement en se limitant à uniquement faire des retours sur ce qui dysfonctionne, ce qui ne va pas, les défauts, les choses à améliorer, mais jamais de, relever ce qui est positif et c'est ça aussi les encouragements, donc la reconnaissance. Alors du coup, je rebondis, tout à fait sur ce que dit ma collègue Isabelle. Donc nous, on vous propose justement de reconnaître le travail et les efforts. C'est très français, on peut se l'avouer, hein, de dire quand ça va pas, de laisser un avis Google après, une visite dans un magasin où ça s'est mal passé ou, après avoir mangé dans un restaurant où vous avez trouvé que le service était déplorable, par exemple. Mais c'est très rare de voir aussi des avis Google qui disent que c'était bien, qu'on a passé un bon moment, que la conseillère, que la vendeuse est venue nous conseiller de manière,
manière active. Donc, c'est important de dire quand ça va pas, mais c'est d'autant plus important de dire quand ça va. Donc, on vous conseille de formuler des axes d'amélioration quand vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un pour ne pas terminer sur une note négative. Le rôle du responsable hiérarchique étant de dire quand ça ne va pas et quand ça ne va pas en essayant de mettre des formes. On essaye également de faire un retour sur la qualité du travail et les appréciations de la clientèle. Avoir entendu dire que, par exemple, vous êtes allé dans ce magasin et que c'était très agréable, c'est bien pour un patron de l'entendre et de pouvoir ensuite de donner cette valorisation à son salarié. Je parle dans le commerce, mais ça fonctionne également pour les entreprises à l'intérieur. Quand vous êtes prestataire d'une grosse entreprise et qu'un client est content, qu'il le dit au manager, c'est bien qu'il le fasse remonter également à son collaborateur. Et on formule des encouragements, on favorise la promotion interne, c'est-à-dire que plus vous allez encourager, plus ça va donner envie à la personne de se donner les moyens et de donner le meilleur de lui-même. Donc, on essaye de favoriser également la promotion interne en disant, bah, continue comme ça, tu iras loin, tu peux continuer à évoluer. Alors, au niveau des conséquences, on a dit hein, que les risques psychosociaux donc, proviennent de l'ensemble de ces facteurs qu'on vient de vous présenter avec Justine et qu'ils vont voir apparaître les risques psychosociaux, stress et violence, et que ce sont ces risques psychosociaux qui impactent la santé notamment des salariés. Donc, premièrement, la santé physique. Donc, on va voir principalement sur ces rapports sociaux dégradés au travail l'apparition de troubles du sommeil. En fait, il y a une forme de rumination hein, qui s'installe quand on est en conflit, en tension, quand on a l'impression de ne pas être évalué à sa juste valeur, qui va jouer, qui va affecter le sommeil et la qualité du sommeil. On va voir aussi une répercussion sur le corps de manière plus large, notamment avec des troubles cardiovasculaires qui sont assez récurrents en cas de stress et qui peuvent, si le stress perdure, se dégrader, prendre une ampleur plus large en termes de pathologie cardiaque et nécessité de traitement et de suivi poussé. On a aussi un affaiblissement du système immunitaire général qui se marque et des tensions à différents niveaux du corps. Le corps, il réagit hein, quand on est stressé, il se tend, il se crispe, on en a plein le dos. On a des douleurs qui apparaissent et qui vont faire le lien avec les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Au niveau des troubles cognitifs, donc ce qu'on entend par là, c'est à partir du moment où, c'est le fonctionnement de votre cerveau qui commence à montrer certaines limites, donc ça peut engendrer des troubles de la mémoire, c'est-à-dire, des difficultés à manipuler, à retenir des informations à court terme, voire même, des problèmes sur la mémoire à long terme qui peut aussi être altérée. Ça va être également des troubles, de l'attention, des difficultés à se concentrer, une attention, qui se porte, sur les signes de danger au détriment des tâches et de l'hypervigilance. On va également avoir une baisse des capacités d'analyse et de raisonnement. Une situation va nous paraître très logique pour nous, car on se concentre sur quelque chose, mais pour le collectif, ce n'est pas la même chose. Et bien sûr, étant donné qu'on ne va pas bien et qu'on a du mal à voir le positif, eh bien, on va en avoir une diminution de la créativité et de l'innovation. Et enfin, on peut avoir des troubles psychologiques, donc réellement des troubles qui s'attaquent à votre personnalité, c'est-à-dire un épuisement émotionnel, une baisse de l'estime de soi, les valeurs personnelles sont remises en cause. C'est là qu'on s'approche très fort, que le risque accru du burn-out est présent. On a également de l'irritabilité, de l'agressivité, de la tristesse, de l'anxiété. Ce sont des émotions qu'on retrouve souvent chez des personnes qui sont en souffrance et en épuisement professionnel et la consommation de substances addictives. Donc bien sûr, on fait appel, plutôt à la drogue, à l'alcool, mais ça va être également, au sucre, au tabac. Quand vous remarquez qu'un de vos collègues, perd 10 kilogrammes ou prend 10 kilogrammes très rapidement, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui peut poser problème. Donc en général, les salariés ont tendance à voir une alarme en se disant: «Il y a quelque chose qui ne va pas», mais on va résister. On va le mettre de côté en se disant que ce n'est qu'une période, ça va bientôt passer et puis finalement, en général, ça mène à l'épuisement.
Donc, ce qui est important, c'est de se dire que tout changement d'habitude peut être un élément d'alerte, pardon, qui à terme amène à agir. Donc, dès lors que vous voyez quelque chose qui pose problème, n'hésitez pas à tout de suite en parler et ne pas résister. On a également des conséquences pour l'entreprise. Ça va avoir d'abord des conséquences sur les collectifs de travail avec la dégradation des relations, des incidents et des conflits dans l'équipe, étant donné que, bah, il y a plus de difficultés parfois, à gérer les émotions. Un isolement progressif, étant donné que je suis irritable ou que je pleure souvent, bah, je vais avoir tendance à rester un peu toute seule pour ne pas embêter les autres aussi. De l'absentéisme, c'est difficile de se lever le matin pour aller au travail quand on va mal, et une perte d'engagement collectif et de la diminution du plaisir. Et ces conséquences, elles sont aussi sur l'organisation du travail, c'est-à-dire du turnover, beaucoup de gens qui partent, vous n'arrivez pas à signer vos périodes d'essai, de la démotivation, de la baisse de qualité de travail et de la productivité. On le disait tout à l'heure, il y a une baisse de la création, de l'innovation, des accidents de travail ou de trajet parce que l'attention est potentiellement atteinte et dans ce cas-là, bah, si on fait moins attention, on a plus d'accidents. La détérioration de l'image de l'entreprise avec des risques judiciaires puisque quand vos salariés vont mal, votre entreprise va mal et on se laisse dire que dans cette entreprise, il y a des choses qui ne se passent pas bien et dans ce cas-là, c'est une détérioration de l'image. Alors vous l'avez compris, hein, quand l'ensemble donc, de, ces troubles sont présents ou un certain nombre et qu'ils n'arrivent pas à être régulés, c'est ce qui explique, l'état de souffrance. Donc, le fait de comprendre l'origine de cet état de souffrance, qu'il soit individuel ou collectif, est important pour comprendre justement qu'est-ce qui déclenche ce déséquilibre? Qu'est-ce qui est à l'origine de l'apparition d'un déséquilibre dans la situation de travail? Et donc ce déséquilibre, hein, il repose sur les facteurs de risque psychosociaux qui ne sont pas maîtrisés. Donc lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés, ils font contrainte. Ils sont source de contraintes. Ils pèsent lourd sur ce côté de la balance dans notre situation de travail. Mais l'analyse finalement de la situation dans sa globalité, c'est aussi pouvoir identifier les facteurs qui peuvent être des ressources. Donc ce sont les facteurs risques psychosociaux, justement lorsqu'ils sont régulés et lorsqu'ils vont être, favorables à la qualité de vie et aux conditions de travail. Le déséquilibre, il provient du fait qu'il y a trop de contraintes et pas assez de ressources. Donc les contraintes, ce sont bien les facteurs de risques psychosociaux non maîtrisés et les ressources, ce sont, les risques psychosociaux qui ont été régulés, sur lesquels on a agi. L'équilibre va être retrouvé si on remet un équilibre en place. Donc l'idée, c'est de réfléchir dans vos situations de travail à comment alléger les contraintes, faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Alors vous me direz, oui, mais il y en a qui sont inhérentes à notre activité, on n'a pas le choix. Dans ce cas-là, comment venir renforcer les ressources? Comment faire en sorte d'apporter des ressources supplémentaires? Si on a, une activité, qui induit, des rapports sociaux dégradés, alors c'est pas le facteur qui est le plus marqué, le plus, induit dans les situations de travail. Pour autant, ça peut l'être, hein, quand on vous parlait tout à l'heure d'objectifs individuels. Il y a des secteurs d'activité où c'est nécessaire et c'est reconnu en termes de performance pour votre rentabilité. Donc dans ce cas-là, comment vous allez, bah, par ailleurs travailler sur d'autres familles de facteurs de risques psychosociaux? Par exemple en favorisant, la pérennité, la sécurité de l'emploi, par exemple, en apportant un maximum d'autonomie à vos collaborateurs dans la réalisation du travail et donc en limitant aussi les concurrences, les tensions. Comment vous allez encourager un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle, en apportant aussi les moyens, de gérer, son temps et sa vie personnelle en parallèle du travail. Donc, entendez bien que chaque facteur peut être à la fois effectivement source de contraintes et de tensions, mais aussi peut être un facteur protecteur et venir faire contrepoids pour renforcer les ressources du collaborateur. Et l'idée, c'est d'amener aussi à chacun cette vision globale de la situation de travail.
Donc, plus vous apporterez une perception équilibrée de la situation de travail et plus les contraintes, même si elles existent et elles sont inhérentes à votre activité, moins elles seront perçues comme étant lourdes et pesantes, même si elles sont toujours présentes, encore une fois. Pour aller plus loin sur les risques psychosociaux, sensibiliser, c'est un premier pas, essentiel pour susciter l'intérêt et l'implication de chacun. Nous, l'équipe des psychologues, du travail d'Austra, nous restons à votre disposition pour étudier vos besoins en sensibilisation et vous proposer du contenu adapté à vos demandes en fonction des différentes situations que vous rencontrez. La sensibilisation, prévention des violences, elle peut être proposée aux salariés comme aux équipes encadrantes et une sensibilisation comment accompagner un collaborateur en souffrance peut également venir compléter les outils et les managers de la direction ou des élus. Le prochain webinaire aura lieu demain matin à 11h30 sur les conflits de valeurs. Ce sera le dernier de notre semaine sur la QVT et qui vous permettra de compléter cette mini formation sur les risques psychosociaux que nous vous avons donné cette semaine. Vous avez à l'écran, l'adresse générique, de l'équipe des psychologues du travail, d'Austra. N'hésitez pas, si vous avez, une demande, à vous rapprocher soit de votre équipe médicale, l'assistante du médecin du travail auprès de laquelle vous vous adressez, généralement, ou de passer par cette adresse générique, à laquelle, nous avons tous accès au sein de l'équipe et nous, pourrons rebondir pour revenir vers vous. Donc, en conclusion sur cette thématique, les relations professionnelles conflictuelles ou délétères constituent, on l'a vu, un facteur majeur de risques psychosociaux. Elles peuvent se traduire par un manque de reconnaissance, par des tensions ou un isolement qui va impacter la santé mentale et physique des salariés. Pour l'organisation, cela entraîne un climat social tendu, c'est incontournable, une perte d'engagement, de la démotivation, une augmentation de l'absentéisme. Prévenir ces risques, c'est impliquer une culture de dialogue. C'est un terme que nous, psychologues, nous apprécions énormément puisque c'est une attention portée aux signaux faibles, à une implication forte du management dans la qualité des relations humaines. L'équilibre et la confiance sont des éléments clés pour assurer un travail de qualité et préserver la santé de tous. Il est donc impératif que tous, chacun, employeur, décideur, salarié, contribuent à cette dynamique pour favoriser un cadre professionnel plus sécurisant et plus épanouissant. Et bien sûr, on reste, à votre disposition pour, la suite d'échanges plus spécifiques par rapport à vos situations. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes qui vous accompagnent habituellement, pour entrer en relation avec nous. À demain Oui, pour ceux, tout qui souhaitent participer au dernier thème. à fait. Bonne journée, merci beaucoup.